Vous êtes là, je vous Donc, on a dit qu'il y a ce qu'on appelle une tonotopie le long de la membrane basilaire, c'est-à-dire la base vibre pour les hautes fréquences et l'apex vibre pour les basses fréquences. Donc, 6 mouvements de la membrane basilaire, donc, par l'effet de l'inertie de la membrane tectoriale, la membrane basilaire en étant le support de l'organe de Corti, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, par inertie de la membrane tectoriale, donc vous aurez une inclinaison d'ici. Donc, en cas de mouvement vers le haut, en cas de mouvement vers le bas de la membrane basilaire, logiquement, il y aura une inclinaison d'ici dans le sens, c'est-à-dire vers l'intérieur. On va prendre le sens vers l'extérieur et on va détailler après le sens inverse. Donc, pour simplifier les choses, donc, en cas d'inclinaison des cils vers l'extérieur, comme les cils sont reliés par des liens protéiques, enfin, sont riches en canaux potassiques qui sont reliés par des liens protéiques, qu'est-ce qui se passe? Donc, en cas de mouvement vers l'extérieur, il y aura ouverture des canaux potassiques mécanodépendants. Donc, ouverture des canaux potassiques mécanodépendants. Donc, suite à cette ouverture, il y aura l'entrée du potassium. Donc, après l'entrée du potassium, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a deux phénomènes. Pour les cellules externes, ça c'est les cellules externes, il y aura une dépolarisation. Une dépolarisation liée à l'entrée du potassium. Cette dépolarisation provoque quoi? Provoque tout simplement une contraction de certaines protéines contractiles, donc au niveau des cellules externes. Donc au niveau des cellules externes, il y a des protéines contractiles. Donc suite à l'entrée du potassium, qu'est-ce qui se passe? Il y aura une contraction des cellules externes. OK? Par contre, pour l'ensemble des cellules internes, il n'y a pas de contraction, mais attention, il y aura un autre phénomène, c'est l'augmentation, il y a une dépolarisation responsable de l'augmentation de la libération d'un neurotransmetteur sur la fibre afférente. Donc, sur la fibre afférente des cellules. Donc, externe. Pour les externes, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y aura une contraction, dépolarisation, contraction. Pour l'interne, il y aura une libération des neurotransmetteurs responsables de ce qu'on appelle une décharge de potentiel d'action, mais attention au niveau de la fibre afférente. Efférente. OK? Donc, on peut dire que les cellules internes sont les transducteurs. Donc, ils transforment l'énergie mécanique en signaux électriques. Par contre, les cellules externes donc, jouent un rôle très important qui s'appelle l'amplification du signal. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a dit que les cellules donc les cellules externes, les cils sont attachés à la membrane tectoriale. Donc, logiquement, ما تقدر تقول لي بابا كي ديالك moins de bruit. نقرو Un peu de silence, s'il vous plaît. Donc, s'il y a une inclinaison vers l'extérieur, donc il y aura une dépolarisation et une contraction. Si on parle de contraction, automatiquement, c'est le raccourcissement des cellules ciliées. Les cellules externes, en étant attachées à la membrane tectoriale par les cils et attachées à la membrane basilaire par des cellules de soutien, donc l'ensemble va amplifier les mouvements de la membrane basilaire. Donc imaginez qu'il y a une contraction ici,
Donc, tout simplement, il y aura un raccourcissement, donc une augmentation donc, du mouvement de la membrane basilaire vers le haut dans ce cas. Donc, ça, c'est une petite expérience qui prouve que les ciliés externes sont très importantes dans l'audition. Donc, ça, c'est un mouvement normal. Donc, je vais répéter. Donc, ça, c'est un mouvement normal, donc, des ciliés de la membrane basilaire. Donc, et ça, c'est un mouvement anormal, donc, sans l'amplification des ciliés externes. Donc, dans cette expérience, tout simplement, on a donné un médicament qui s'appelle furosemide. Enfin, c'est un médicament qu'on utilise en néphrologie pour le traitement de l'hypertension artérielle, qui a comme effet secondaire, donc, il est toxique pour les ciliés externes. Donc, de même que certains antibiotiques, donc, tels que le kanamycine. Donc, toxique pour les ciliés externes. Donc, en utilisant ce traitement, donc, on élimine le rôle des ciliés externes et vous voyez ici le résultat. Ça, c'est un mouvement normal donc, de la membrane basilaire avec amplification. Ça, c'est après traitement avec un médicament dit, c'est-à-dire toxique pour les ciliés qui bloque les ciliés externes. Donc, ça, c'est le rôle des ciliés externes. Donc, je reprends les ciliés externes. Suite à l'entrée du potassium, il y aura une dépolarisation. Cette dépolarisation provoque la contraction des ciliés externes. Les ciliés externes étant attachés à la membrane tectoriale et à la membrane basilaire, donc la contraction provoque leur raccourcissement, ce qui augmente les mouvements de la membrane basilaire. Donc, ça, c'est le rôle des ciliés externes, donc qui amplifie les mouvements de la membrane basilaire. Si on se demande pourquoi il y a cette amplification, parce que tout simplement, pour permettre, donc pour avoir un maximum d'amplitude qui va faire incliner les cils des ciliés internes. Donc, une fois inclinés vers l'extérieur, les ciliés externes, donc il y aura une libération d'un neurotransmetteur d'une quantité donc qui est en rapport avec le degré de l'inclinaison. Donc, libération du neurotransmetteur, vous aurez des potentiels d'action au niveau de la fibre efférente. Ici, ce qu'on appelle la transduction proprement dite, c'est-à-dire la transformation de tout ce qui est mécanique en électrique. Donc, c'est OK, donc il n'y a pas de problème. Donc, je reprends donc l'ensemble des phénomènes. Vous avez excitation des ciliés externes qui provoque la variation du potentiel de la membrane, donc une dépolarisation. Cette dépolarisation est responsable de la contraction des ciliés externes. Cette contraction donc amplifie le signal est responsable de l'inclinaison des ciliés internes, donc une excitation des ciliés internes. Donc, et après, il y aura une dépolarisation des ciliés internes et émission d'un message auditif sous forme de potentiel d'action dans les fibres efférentes vers le système nerveux, bien sûr central. Donc ça, c'est l'ensemble des phénomènes donc, qui sont liés de la membrane basilaire. On passe maintenant, donc, il y a la genèse du potentiel d'action. On passe maintenant au traitement central de l'information auditive. Donc, il y a naissance au niveau des fibres efférentes. Donc, il y a naissance au niveau des fibres efférentes donc, du potentiel d'action. Maintenant, on va suivre
suivre le trajet de ces potentiels d'action qui représentent ce qu'on appelle les informations auditives. Donc, à la sortie du canal cochléaire, donc ici, donc à la sortie du canal cochléaire, donc les fibres efférentes vont rejoindre le noyau, un noyau dit noyau cochléaire. Donc vont rejoindre les noyaux cochléaires dorsaux, ils vont trop, donc c'est des détails qu'on ne va pas trop, qui ne nous intéressent pas beaucoup. Donc les noyaux cochléaires, puis à partir des noyaux cochléaires, donc les fibres vont rejoindre ce qu'on appelle le complexe olivaire supérieur, donc au niveau du tronc cérébral, avec projection, attention, bilatérale. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, attention à la différence des autres systèmes, les projections du système auditif, c'est bilatéral. C'est-à-dire, la cochlée du côté droit se projette vers le complexe olivaire des deux côtés. Du côté gauche et du côté droit. Et la même chose pour le côté gauche. Donc, avec une distribution donc, bilatérale. Puis, il y a ce qu'on appelle les tubercules quadrijumeaux, le corps gélouillé interne du thalamus, puis le cortex auditif. Tout ça, c'est pas très important. Donc, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est cette représentation somatotopique, tonotopique qui reste toujours donc cette représentation tonotopique qui est toujours conservée, c'est-à-dire le long des voies auditives. Donc, chaque fréquence est véhiculée par certains axones, donc jusqu'au cortex auditif. Vous allez voir les détails après. Donc, je vais vous détailler après. Le complexe olivaire supérieur, c'est tout simplement des structures du tronc cérébral. Le complexe olivaire supérieur, c'est des structures anatomiques du tronc cérébral. Normalement, tout ça a été bien détaillé dans le cours de l'anatomie. Autre chose, donc une chose très importante, c'est il y a ce qu'on appelle le système d'inhibition latérale. Donc c'est un système très important. Rappelez-vous la dernière fois, on a bien expliqué c'est quoi l'inhibition latérale. C'est tout simplement chaque fibre de voisinage donc s'inhibe. Chacune des fibres de voisinage s'inhibe réciproquement. C'est-à-dire, si vous avez un son, par exemple, de fréquence de 300 Hz, donc ça va exciter la zone de la membrane basilaire de 300 Hz, et bien sûr l'organe de Corti, donc de 300 Hz. Mais attention, il y a le 350 par exemple, et le 250 qui sont légèrement excités. Donc, tout ce qui est de 300 Hz, les fibres donc, vont inhiber les fibres de voisinage par un interneurone inhibiteur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le système d'inhibition latérale. Ce système est un filtre de fréquence, donc c'est pour avoir le plus de précision possible. Vous voyez ici au niveau donc à ce niveau, donc le long du trajet de l'information, vous aurez ce qu'on appelle une précision de l'information jusqu'au cortex auditif. Maintenant, on passe au cortex auditif. Donc, sa localisation, c'est au niveau du lobe temporal interne. Donc, ça, c'est au niveau du lobe temporal interne, c'est le cortex auditif. Donc, représenté par trois régions. Donc, c'est pas la peine trop de détails. Les particularités du cortex auditif, donc, c'est la représentation tonotopique. C'est-à-dire, au niveau du cortex auditif, il y a des zones spécifiques à chaque fréquence, de basse fréquence jusqu'aux hautes fréquences.
Donc, la tonotopie commence au niveau de la membrane basilaire. La membrane basilaire étant superposée par les organes de Corti. Donc, chaque région de la membrane basilaire code une fréquence et ces fréquences vont être véhiculées par les mêmes accents jusqu'au cortex auditif, là où il y a une distribution de fréquences. C'est ce qu'on appelle la tonotopie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la tonotopie. Autre chose, il y a une représentation de binauralité. Cette représentation de binauralité est perpendiculaire par rapport à la représentation tonotopique. C'est quoi la représentation de binauralité? C'est-à-dire, au niveau du cortex auditif, donc il y a des cellules qui sont excitées par les deux oreilles et d'autres qui sont excitées par l'oreille contralatérale ou homolatérale. Pourquoi? Donc, je reviens à la tonotopie. Donc, la tonotopie, c'est tout simplement la distribution des fréquences le long de la membrane basilaire. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Donc, la membrane basilaire, au niveau de la membrane basilaire, donc, il y a l'organe de Corti. Donc, Von Wieckisy, donc, a trouvé que la membrane basilaire, donc, vibre différemment en fonction des fréquences. Les hautes fréquences, donc, font vibrer la base de la membrane basilaire. Par contre, les basses fréquences vont faire vibrer ce qu'on appelle l'apex ou le sommet. Le long de la membrane basilaire, vous trouvez ce qu'on appelle les organes de Corti. Donc, chaque organe de Corti donc, code une fréquence en fonction de sa localisation au niveau de la membrane basilaire. Et logiquement, pour chaque organe de Corti, il y a des fibres efférentes, c'est-à-dire des accents qui vont véhiculer les informations jusqu'au centre. Donc, si vous avez par exemple un son de haute fréquence, donc les vibrations sont, sont uniquement au niveau de la base. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les organes de Corti donc, vont envoyer des informations vers les centres supérieurs jusqu'au cortex auditif. Donc, au niveau du cortex auditif, donc, vous trouvez une zone de haute fréquence qui est localisée ici, par exemple 16 000 Hz. Et la même chose pour les basses fréquences. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle la tonotopie. De la membrane basilaire jusqu'au cortex auditif. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la tonotopie. Il y a aussi ce qu'on appelle une représentation de binauralité. Tout simplement, il y a des cellules qui nous intéressent le plus, des cellules qui sont excitées par les deux oreilles. Tout à l'heure, on a parlé de la localisation des sources sonores. On a dit qu'il y a une différence de phase et une différence d'intensité par rapport à la tête et aux fréquences, le son grave et le son aigu. Donc, pardon, donc, il y a certaines cellules qui sont excitées par les deux oreilles, c'est-à-dire on a dit que le système auditif, donc les voies efférentes sont bilatérales, c'est-à-dire chaque oreille se projette sur les deux côtés, c'est-à-dire sur les deux cortex auditifs. Donc, ceci explique le fait que parfois, si vous avez un petit problème au niveau de l'oreille, par exemple le côté droit ou le côté gauche, tout simplement, il y aura une petite diminution de l'audition, mais vous ne perdez pas l'audition. Parce que tout simplement, il y a l'autre côté qui compense. Mais attention, vous aurez un petit problème de localisation de source sonore. Donc, vous ne savez pas est-ce que le son provient du côté gauche ou du côté droit. Donc, parce que tout simplement, il y aura moins d'informations pour les cellules qui sont excitées par les deux oreilles. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la représentation de binauralité. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à la vision.
Donc, je reprends donc rapidement, je vous réponds rapidement. Donc, la question, attendez, conversation. Donc, en ce qui concerne la projection bilatérale, c'est tout simplement, au contraire des autres systèmes somatosensoriels, la particularité du système auditif, c'est que l'oreille du côté droit se projette vers les deux cortex auditifs via les fibres efférentes. OK? Et la même chose pour l'oreille du côté gauche. Donc, chaque oreille se projette vers les deux cortex. Ça, c'est ce qu'on appelle la binauralité, c'est-à-dire la représentation de binauralité. Pour les types LINC, donc, c'est des liens protéiques, tout simplement, qui attachent les canaux potassiques mécanodépendants au niveau des ciliés externes et internes. Donc, au niveau des ciliés internes et externes, qui sont responsables de la dépolarisation par l'entrée du potassium. Il n'y a que les ciliés externes qui se contractent. Par contre, les ciliés internes libèrent un neurotransmetteur. Donc, les ciliés externes se contractent pour amplifier le signal. Donc, vous voyez, grâce à cette expérience, si on inhibe, on bloque les ciliés externes, vous aurez une réponse d'amplitude moindre par rapport à la normale. Donc, ça, c'est pour les ciliés externes. L'hyperpolarisation, ça, c'est très important. Hadil, merci pour la question. Donc, l'hyperpolarisation provoque le phénomène inverse. Donc, la dépolarisation provoque la contraction et le raccourcissement des cieux et la libération d'un neurotransmetteur et la décharge de potentiel d'action pour les CCI, c'est-à-dire les ciliés internes. Par contre, l'hyperpolarisation provoque le phénomène inverse, c'est-à-dire la diminution, le relâchement des CCE et la diminution de la quantité du neurotransmetteur libéré par les CCI. Par un phénomène que j'ai oublié de l'expliquer, parce que tout simplement au niveau des bases des ciliés, il y a des canaux calciques, potassiques, qui sont dépendants du calcium, c'est-à-dire il y a un ensemble de phénomènes liés à la pompe calcique, etc., donc qui vont faire sortir le potassium vers le périlème, c'est-à-dire au niveau des ciliés de soutien, des ciliés internes et externes. Donc, par ce phénomène, il y aura une hyperpolarisation, parce qu'il n'y a plus d'entrée du potassium, mais il y a la sortie du potassium qui est responsable de l'hyperpolarisation. Le rôle du neurotransmetteur, c'est très important. C'est le neurotransmetteur qui déclenche les potentiels d'action au niveau des fibres efférentes. Et ces fibres efférentes vont constituer ce qu'on appelle les voies auditives qui véhiculent les informations jusqu'au centre supérieur, c'est-à-dire jusqu'au cortex auditif. Est-ce qu'on n'apprendra pas la fonction d'équilibration? Ça, c'est lié, c'est un cours de motricité. On va voir ça dans les prochaines séances. Le but de la déflexion par la membrane tectoriale. Donc, c'est évident, l'objectif principal, c'est le déclenchement
des potentiels d'action qui sont le support de l'information. Donc, la membrane tectoriale étant lourde, donc les mouvements de la membrane basilaire vont, vont faire incliner les cili internes et externes, et vous avez l'ensemble des phénomènes qui va suivre. Si on a une hyperpolarisation du tissu, est-ce qu'il y aura une dépolarisation du tissu? Non, on ne peut pas avoir ça parce que tout simplement, il y aura un relâchement des CCE. Donc, logiquement, il y aura un mouvement inverse des CCI. Donc, et le mouvement inverse, par le mouvement inverse, il y aura une fermeture des canaux potassiques mécano dépendants. Et puisque le calcium va sortir par les canaux potassiques calcium dépendants, donc il y aura une hyperpolarisation. Donc on ne peut pas avoir une hyperpolarisation et une dépolarisation en même temps. L'inhibition latérale, c'est un phénomène qu'on le trouve dans l'ensemble des systèmes somatosensoriels, c'est-à-dire pour le système visuel, somesthésique, etc. Donc, chaque neurone, chaque fibre afférente qui véhicule les potentiels d'action va inhiber les fibres de voisinage. De voisinage en termes, par exemple, pour l'audition, c'est en termes de fréquence. Pour le système somesthésique, c'est en termes de, par exemple, du tact, du toucher. Donc, c'est la fréquence de potentiel d'action liée au toucher. Donc, l'ensemble des fibres s'inhibe réciproquement. Mais attention, là où il y a un maximum d'excitation, donc il y aura un maximum d'inhibition vers les fibres de voisinage. Donc, ce système permet la précision de l'information. La binauralité, c'est tout simplement, je suis en train de faire vite parce qu'on n'aura pas le temps pour faire le deuxième cours. La binauralité, c'est tout simplement une distribution. Donc, il y a certaines cellules qui sont excitées par l'oreille du côté gauche et du côté droit. Et ça nous permet de faire la différence de la source du son. Est-ce que ça vient du côté droit ou du côté gauche par une différence de phase ou différence d'intensité en fonction de la fréquence du son. Donc, les cystites hyperpolarisées, les cystites en période de relâchement. Non, c'est le contraire. L'hyperpolarisation du CCE provoque le relâchement du CCE et l'hyperpolarisation du CCI. Donc, le prochain cours, si maintenant on va faire la vision rapidement, si vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord? Attendez, je reçois beaucoup de messages. Oui, complexe Olivier, c'est pas un bilatéral. Comment? Oui, je n'ai pas compris. Donc, on va faire tout de suite le cours de la vision. Hein, et à la fin, je vais essayer de répondre à certaines questions. Donc, je vais couper rapidement et reprendre rapidement.
Je ne sais pas si vous êtes avec moi, donc sinon on va faire rapidement la vision. D'accord, participants. Donc on passe à la vision et après je vais essayer de vous répondre, de répondre à certaines questions. Donc rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Allô? Donc, comme pour l'audition, donc on va commencer toujours par ce qu'on appelle le stimulus efficace, donc du système visuel. Donc, avant, on va faire une petite introduction. Donc, l'œil est un organe sensoriel très développé, donc représente une prolongation directe du système nerveux qui permet de percevoir le monde extérieur. Le stimulus efficace de l'œil est bien sûr ce qu'on appelle la lumière. Ce dernier traverse plusieurs structures. Donc, je vais mettre le schéma. Donc, traverse plusieurs structures avant d'arriver à la rétine. Avant d'arriver à la rétine, on va détailler tout ça après. À ce niveau, il y a ce qu'on appelle la phototransduction, c'est-à-dire la transformation de la lumière en signaux électriques par les cellules de la rétine, bien sûr. Ces signaux électriques sont ensuite véhiculés par les voies optiques pour atteindre les structures centrales d'intégration et d'interprétation de l'information, donnant naissance à la perception visuelle. Bien sûr, avant d'atteindre la rétine, la lumière va subir une focalisation par un système d'ouverture On n'a variable, pas le diapo. représenté par la pupille, donc qui contrôle l'intensité lumineuse, puis un système d'accommodation représenté par le cristallin qui focalise l'image sur un plan. Monsieur, le diapo n'est pas affiché. Ah oui, je vais essayer de partager. Ça va comme ça? Non, pas encore. Attendez, hein, donc. Partager. Normalement, c'est bon. C'est réglé? Oui, Oui. monsieur, ça va comme ça. Merci. On commence bien sûr toujours par le stimulus efficace pour chaque système. Et on commence par, dans le cas de l'œil, c'est le stimulus lumineux. Donc on commence par définition. La lumière, c'est des ondes électromagnétiques, tout simplement, de même nature que les rayons X, les rayons ultraviolets, les ondes radar, les ondes radio, etc. Donc tout ça, c'est des ondes électromagnétiques. Donc la lumière fait partie des ondes électromagnétiques, caractérisée bien sûr par ce qu'on appelle l'intensité lumineuse. C'est l'amplitude, ici c'est l'amplitude, vous voyez la souris, donc c'est l'amplitude des oscillations, c'est-à-dire des ondes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intensité lumineuse, qui est représentée dans la nature sous forme de brillance. Et sa composition spectrale, donc c'est les couleurs tout simplement. Donc en fonction des fréquences, donc vous avez ce qu'on appelle les couleurs. Et vous savez que l'œil humain est sensible aux longueurs d'onde comprises entre 400 et 700 nanomètres. Donc, en termes de longueur d'onde. Hein. Donc, qui sont perçus comme des couleurs en allant du violet au rouge et en passant par les gammes
des couleurs primaires, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Je vais ouvrir la fenêtre de conversation s'il y a quelques questions. Donc ça va? Nouveau partage, vision. Ça va comme ça? Non. Partager. Ça va? Et maintenant? Oui. C'est bon? Donc, je reprends. Donc, on passe à un petit rappel anatomique. Donc, vous savez que l'œil est une sphère de 25 mm de diamètre remplie de liquide et entourée de trois couches de tissu. Donc, je ne sais pas si vous avez détaillé tout ça en histologie. Donc, une couche externe représentée par ce qu'on appelle la sclérotique est formée d'un tissu conjonctif. Son rôle est la protection de l'œil, qui donne la forme, bien sûr, de l'œil. Du côté antérieur, la sclérotique est en continuité avec la cornée. Donc, avec la cornée, une membrane transparente qui permet la pénétration des rayons lumineux dans le globe oculaire. Donc, ça, c'est la cornée. Une couche intermédiaire formée de deux parties. Il y a ce qu'on appelle la choroïde en arrière, donc la choroïde, et en avant, vous avez ce qu'on appelle le corps ciliaire et l'iris. Donc, on va détailler un peu. C'est quoi l'iris? Donc, c'est tout simplement un disque musculaire pigmenté qui donne la couleur des yeux. Au centre de l'iris se trouve une ouverture appelée ce qu'on appelle la pupille. Donc, vous voyez ici la pupille. Donc, ça, c'est l'iris avec l'ouverture qui s'appelle la pupille. Il y a, il y a le corps ciliaire, donc, qui est une structure en anneau qui entoure le cristallin. Donc, il y a une structure en anneau, je sais pas si, donc en anneau, donc qui entoure l'ensemble du cristallin. Attendez, le cristallin.